Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une chanteuse et musicienne singulière et audacieuse. C'est le cas de le dire. Sa prestation décalée lors des auditions à l'aveugle dans The Voice a scotché les téléspectateurs. Bruno Berberes, directeur de casting de l'émission, nous racontait dans ce podcast l'importance du choix de la chanson lors d'un casting. Éviter les chansons trop reprises, choisir une chanson adaptée à sa voix et son univers, tant de paramètres à prendre en compte pour se démarquer et faire ses preuves devant les directeurs de casting. Mais mon invité du jour a fait le pari risqué de reprendre le tube de l'été 2020, Bande organisée, du rap donc, mais adapté dans une version piano-voix. Sa reprise a eu un véritable succès, avec plus de 20 millions de vues sur les plateformes. Cette année, l'artiste à suivre, c'est elle. D'ailleurs, Bruno Berberes m'a appelé en me disant « Attention, attention, attention !» Talent. Pourtant, ça fait déjà plusieurs années que cette chanteuse franco-libanaise offre à son public les différentes facettes de son univers pop et pétillant. Son truc à elle, c'est les covers surprenantes. Elle s'approprie aussi bien du PNL que du Aya Nakamura, du Jules ou encore du Dalida. Quel impact a eu The Voice dans cette carrière déjà bien entamée, puisqu'elle avait déjà sorti ses 2 EP, Femme nue et Corps sauvage. Comment a-t-elle été castée pour l'émission ? Et que nous prépare-t-elle pour la suite ? On pense déjà à ce tout nouveau single, Amer, que j'écoute en boucle. Vernis Rouge vous accueille dans son univers aujourd'hui pour un coaching inédit, rien que pour les auditeurs du Casting Call. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Je suis ravie. Alors, comment je t'appelle dans l'intimité ? Vernis Rouge ? Moi, j'adore qu'on m'appelle Vernis, tout court. Vernis. Elle est d'une beauté. Les métissages. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2024 ? Je pense que c'est réussi. Enfin, le chemin n'est jamais atteint, je dirais, mais en tout cas, j'ai réussi à gravir plusieurs objectifs que je m'étais fixés pour être heureuse, qui ont été faits, donc je suis contente. Et j'attends déjà la suite avec impatience. Tu es née en décembre 1998. Oui. Capricorne donc ? Sagittaire. Quel genre d'enfance as-tu eu ? J'ai eu une enfance très heureuse. Moi, je suis franco-libanaise, donc mon père est libanais, ma maman est française. J'ai vécu toute mon enfance au Liban et je suis arrivée en France en 2006 à cause de la guerre. J'ai été rapatriée d'urgence avec toute ma famille. Mais j'ai eu une enfance très heureuse parce que très familiale. On est une famille très très soudée, ça a énormément d'importance pour nous. Et il se trouve qu'arrivée en France, mes parents ont divorcé, donc c'est pour ça que ça a marqué un peu cette division à ce moment-là dans ma vie, au niveau de la famille, etc. Et cette nécessité de tout reconstruire à nouveau. Tu es arrivée en France lorsque tu avais 8-9 ans. Oui. Donc, ta toute petite enfance au Liban, quel genre de vie tu avais ? J'avais une vie... franchement, le mot qui me vient à chaque fois, c'est le bonheur et ce truc familial, quoi, où on était 5, moi j'ai 2 grands frères, et on était tout le temps ensemble, on regardait des films ensemble, le soir c'était soirée télé. Mes parents sont très très enfants. Je pense qu'ils ont vraiment laissé leur vie de couple pour nous. Nous, quand c'était tu veux très dire agréable. enfants, c'est pas enfants eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont Oui. été tournés vers l'éducation. Complètement tournés vers notre éducation et très gaga, donc on était très très aidés surtout. Ma mère faisait nos devoirs avec nous tout le temps. Et c'est d'elle d'ailleurs que vient cette passion pour la musique aussi. Tu sais qu'on revit souvent sa propre enfance en étant gaga de nos enfants et on répare. Tu as 2 frères ? Oui, 2 grands frères. Et quand tu dis que tu as dû quitter le pays à cause de la guerre, un rapatriement d'urgence ? Oui, alors en fait, c'était une guerre, la guerre d'été.
Ça a duré 2 mois, mais il se trouve que ça a été très grave. C'était entre l'Israël et le Liban. Et ils ont commencé à bombarder tout le pays, tout ce qui était pont ou passage d'arrivée. Donc en fait, nous, on ne pouvait pas quitter tout de suite le Liban parce qu'on était résidents. Donc ils ont été en contact avec l'ambassadeur d'Afrique, enfin tout un trafic pour qu'on arrive à être rapatriés au plus vite parce que ça devenait très dangereux. Mon père est resté. Toi, tu étais civile avec ta famille, Moi, j'étais donc pas civile. du tout politisée. Exactement. Juste, tu vivais. Tes parents faisaient quoi? Ma mère était prof de français et mon père était informaticien. Ok, donc vraiment une vie paisible, tu allais à l'école. Tout allait très bien. Ouais, tout allait très bien. Et soudainement, la guerre. Ouais, soudainement la guerre. Quel type de conflit c'était? Israélo-libanais, une guerre qui a éclaté et qui a fait que moi j'étais toute jeune encore et qui a fait que le matin même on a dû tout laisser sur la table, le petit-déj encore chaud, le chat dans l'appartement, toutes nos affaires d'ailleurs elles y sont encore, et on a pris le bateau avec ma mère et mes frères parce que mon père est resté parce que sa famille ne voulait pas partir, et on est arrivé en France. Incroyable. Et quand tu arrives en France? Alors quand on est arrivé en France, franchement c'est des passages, je m'en souviens même plus, mais en fait ça a été un long trajet. On est passé en bateau, on a dormi à Chypre, on a eu 2 jours de voyage en bateau, etc. Et arrivé en France, on a logé chez le frère de mon père à Bordeaux. Ah oui, Voilà. parce que papa était français. Oui, non, papa est libanais, mais ma mère est française, mais il se trouve que le frère de mon père était en France, donc D'accord. on a eu un endroit où aller. Quand tu étais petite au Liban, de quoi tu rêvais? J'étais déjà une fan du piano. J'écoutais beaucoup de musique classique. Et j'avais découvert le film Amélie Poulain avec les musiques de Yann Tiersen que j'adore. Que j'adore aussi. Je crois qu'on les aime tous. Et ça m'avait marqué, ça m'avait donné envie de faire du piano. Donc j'ai commencé par la composition classique, etc. Qui t'a initié au piano? C'est maman qui t'a mis au piano ou c'est une demande que tu as eue? Je crois que c'est une demande. Mon frère faisait de la guitare et j'avais besoin d'avoir quelque chose qui m'appartenait aussi. Et j'aimais l'image du piano un peu délicate et raffinée. Et en même temps, voilà, ce besoin d'avoir quelque chose qui m'appartient et dans lequel je puisse me réfugier. Et tu as fait une formation au conservatoire, c'est-à-dire stricte, rigoureuse. Oui, tout à fait. Cette pratique ne te dérange pas? Alors, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, moi, j'adore ce côté strict et très encadré. Ça me stimule et j'aime bien qu'on ait des demandes assez exigeantes. Moi, c'est ce qui me donne envie de travailler. J'aime bien quand je suis challengée. Et je suis une grosse compétitrice, donc ça me plaît. Et en fait, un jour, je sentais que c'était pas assez exigeant. Ça m'a énervée. Donc j'ai quitté le conservatoire et j'ai pris une prof russe particulière. Alors tout ça, c'est où? C'est au Liban ou en France? Ça, c'était une fois arrivé en France. Ok. Et du coup, bon, c'était des cours russe, particuliers avec tout ce qu'on imagine dans le genre strict. Exactement. Et rigoureuse. J'avais ce cliché un peu rigolo et en fait, ça a été génial parce qu'elle était effectivement très stricte et très rigoureuse et ça m'a amené beaucoup de rigueur et c'est ce qui me faisait du bien à ce moment-là. C'est rare d'entendre ça. Ouais. La rigueur, elle te rassure. Ouais, elle me rassure et elle me stimule. J'aime bien, voilà, je suis très exigeante envers moi-même et j'aime bien être entourée dans mon entourage professionnel de personnes qui le sont également avec moi. Donc quand je te demande à quoi tu pensais, c'était quoi tes rêves quand tu étais petite? Pianiste. Pianiste. Ouais, tu voulais en faire ton métier? Oui. Quel genre de pianiste? Moi, je suis une fan de Katia Bouniatichvili. Elle est connue pour son exigence. C'est une pianiste excellentissime qui est capable de reprendre les plus grands morceaux et qui joue en talons, robe à paillettes. J'aime bien ce contraste en fait. Je connais. Elle a énormément de succès. Oui, beaucoup. Donc tu étais entre cette modernité et ce classicisme. Oui, exactement. Et le chant. À quel moment le chant apparaît dans ta vie et comment? Alors le chant est apparu dans ma vie à travers ma mère, je dirais, c'est ce qui m'a le plus marqué en tout cas, qui est une grande amoureuse de Barbara, Edith Piaf, etc., mais surtout Barbara. Et moi, pendant tous les trajets de voiture, elle me passait tous ses albums en écoutant en boucle chaque chanson, elle mettait pause toutes les 5 secondes en me disant « Manon, t'as compris ce qu'elle dit ?» Je disais « Maman, on s'en fout, remets la chanson. » « Non, est-ce que t'as compris ce qu'elle dit ? Ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. » Il y a toujours eu ce temps d'écoute et de comprendre tous les mots, le sens des chansons, leurs nuances, etc. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire, en fait, par la suite. La transmission de ta maman, j'entends que vraiment c'est elle qui t'a transmis ce goût pour le monde artistique. Oui. Sans être artiste. Ouais, sans être artiste du tout. Mais comme quoi, finalement, on peut vibrer artistique tout en étant... d'un autre métier, d'un autre corps. Complètement. Et en fait, il suffit de se raccrocher à quelques
quelques valeurs communes. Là, c'était le goût des mots et la profondeur des textes, etc. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique. Donc, t'entends les chants de Barbara, mais à quel moment tu te dis, ok, je vais en faire mon métier? Est-ce que tu as pris des cours de chant? Non, jamais. J'ai jamais voulu prendre des cours parce que j'aimais cette fragilité, cette maladresse, je dirais. Je trouve que c'est joli dans la musique. Et c'est en 2019, en prépa, que je me suis dit que j'avais envie de chanter. En fait, j'écrivais beaucoup de poèmes et j'avais envie de les chanter à un moment. Donc littéraire, oui. Créative. Oui, très. Tu étais à l'école? Oui, j'ai fait une prépa. T'as fait une prépa, donc t'as passé ton bac? Ouais, j'ai fait 2 ans de prépa scientifique et ensuite je suis allée en école de commerce. Scientifique? Oui. Donc les mathématiques et la physique? Ouais, je suis une grande... J'adore les maths. Ok, donc littéraire, poétique, mathématiques. Oui. J'ai l'impression que tu es dans un contrôle, rien ne t'échappe. Ben, je suis je suis pas scolaire parce que je suis plutôt souvent assez rebelle, mais en tout cas j'aime, ouais, je sais pas, j'aime ce qui demande de la rigueur, de la discipline et d'un peu de compétition entre guillemets envers moi-même en tout cas, pas envers les autres. Compétitive. Ouais, je suis très compétitive. Compétitive, c'est-à-dire que comment tu le décrirais cette compétition? Tu la décrirais comment? Je pense que ce que j'entends par compétitivité, la nuance que je cherche toujours à dire, c'est que ce n'est pas envers les autres, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin, entre guillemets, d'écraser qui que ce soit pour réussir ou pour être heureux. Ça, j'y tiens. Mais c'est plutôt une exigence, en fait, envers moi-même. J'aime me surpasser et j'aime me fixer des objectifs un peu challengeants et me dire que j'en suis pas capable et en fait me prouver que j'en suis capable et bosser autant qu'il faudra pour les atteindre. Ton identité, moi, ça me parle beaucoup, ton histoire. Parce qu'elle me renvoie à ma propre histoire. Je suis issue de l'Amérique du Sud et on a fui la dictature, etc. Donc, on a cette double nationalité. Comment tu t'es développée dans ce pays en tant que femme française et cette culture libanaise? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à toutes ces personnes qui ont une double nationalité et comment on peut développer une identité ici en France? Est-ce que c'était un talent pour toi, une ressource, une chance, où tu voulais ressembler plus à une autre genre de fille, un autre genre de fille? C'est intéressant comme question. Moi, c'est vrai que c'est jamais des questions que je me suis posées parce que tout s'est fait très naturellement. Je m'adapte très vite et j'ai pas de problème avec tout ce qui se passe autour de moi. T'as trouvé ta place rapidement en France? En fait, j'ai jamais même eu une question de place. Mais peut-être parce qu'aussi, j'ai toujours été... Ma maman est française, donc j'ai vraiment un métissage. Nous, on a toujours parlé français au Liban, etc. Et ça a toujours été une énorme richesse en fait, cette double culture, et j'ai toujours senti qu'en France j'étais plus libanaise et au Liban plus française. Il y a un peu cette manière d'aimer l'autre pays qui n'est pas là en tout cas. Donc quand je suis en France je me sens libanaise et j'essaie de montrer cette culture, et quand je suis au Liban c'est l'inverse, j'ai envie de montrer que je suis française. Et alors tu es quoi? La double nationalité? Je suis complètement les deux, ouais. Je suis très attachée aux deux. Ça dépend des domaines, il y a des domaines où je me sens plus proche de l'un que de l'autre. Mais complètement les deux, ouais. À quel moment le pseudo Vernis Rouge arrive? Vernis Rouge arrive en 2019 quand je me lance dans la chanson, où j'avais envie de nommer le projet et en fait j'avais envie de quelque chose d'original dont on se souvient parce que je trouve ça important et j'aimais le clin d'œil que ça faisait J'ai toujours eu du mal petite parce que de grand frère à trouver ma féminité. Je supportais pas mettre des robes, j'arrivais pas à maquiller, mais j'en souffrais. D'ailleurs, tu le dis, ouais. J'étais garçon manqué et que la musique t'a aidé à développer ta féminité. Ouais, c'est tout à fait ça. Parce qu'en fait, quand je chantais, déjà mes textes, j'osais parler d'amour, donc j'osais en parler à mes parents. C'est pas évident quand on est une fille. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas évident parce que j'avais une sorte de pudeur exacerbée. Et c'est vraiment à travers la musique que j'ai osé parler d'amour, que j'ai osé être plus sensuelle, que j'ai osé me maquiller, puis j'ai commencé à faire attention à plein de choses. Et en fait, j'ai commencé à trouver cette féminité dont j'en avais besoin quoi, pour être heureuse. Et petit à petit, les deux chemins se sont croisés et j'ai commencé à être qui je voulais être. Qu'est-ce qui te différencie, Vernis Rouge, de la femme de tous les jours? Manon, c'est ton prénom. Ouais, c'est mon prénom. Je suis très heureuse de pouvoir répondre aujourd'hui rien. Avant, il y avait une grande différence et c'est pour moi aussi ce qui est beau quand on se lance dans un projet, pas forcément que musical, mais juste entreprendre quelque chose ou quelque chose qui nous appartient, c'est d'arriver à croiser tous les mondes pour que ça ne fasse qu'un. Et pour moi, c'est ce qui est beau, c'est quand notre personnalité est transparente et se transmet dans tout. Et aujourd'hui, je pense que Vernis Rouge, c'est Manon et Manon, c'est Vernis Rouge. Et c'est ce qui fait que je suis honnête dans ce que je transmets. En tout cas, alors Manon Vernis Rouge, grandit au Liban, arrive en France.
est initiée par ses parents au monde artistique, aime le piano, aime le chant et se lance en 2019 sur les réseaux sociaux. Ouais. Avec quelle intention? Tu te dis, ok, maintenant, je vais être chanteuse et je vais en vivre? Ouais, je me disais déjà ça. En fait, j'étais en école de commerce. Je supportais pas l'école de commerce parce que c'était très fêtard. Moi, je suis pas du tout une fêtarde. Moi, j'ai une grosse bosseuse. Donc, à 22h, je dors et le matin, à 7h, je me réveille. Et l'école de commerce, c'est tout l'inverse. Donc, je suis venue à Paris. J'ai l'impression que tu es programmée pour le travail et que tout est bien réfléchi. Ouais, c'est un peu ça. D'ailleurs, tu vas nous donner quelques conseils là, sur l'hygiène de vie, etc. Est-ce que je te sens Ouais, je suis très... le corps et la tête, le in and out bien fait. En tout cas, 2019, tu te dis, ok, maintenant, je vais être chanteuse. Ouais. Et alors, comment tu décides de te lancer et de te faire connaître? Alors, je viens sur Paris et je me dis qu'en fait, c'est sur le terrain qu'on apprend parce qu'on oublie que la musique, en fait, c'est quoi? C'est chanter avant tout. Donc, je me dis, tu vas faire toutes les scènes que tu trouves. Donc, j'ai fait que ça. Des scènes où il y a 3 personnes, des scènes où personne t'écoute, des scènes où t'es pas bien. Et en fait, c'est là où on apprend le plus. C'est quand on n'est pas bien et qu'on n'est pas dans sa zone de confort. Donc, je me force à faire tout ça. Et je remarque aussi que les réseaux ont une place immense aujourd'hui dans tout et que c'est un front, entre guillemets, à prendre en compte forcément si on a envie de se faire connaître. Donc je me mets à fond sur les réseaux sociaux. Et personne ne te conseille? Non. T'as un modèle? Non. Il y a des gens qui t'inspirent? Oui, mais ils sont morts. Donc, ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Donc, ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Comme qui, par exemple? Barbara. Ok, Barbara. Voilà. Mais non, en fait, c'est du bon sens. C'est se dire que, logiquement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça a une place énorme, mais c'est surtout un moyen de communiquer directement avec son public. C'est merveilleux quand même. En quoi elle te fascine, Barbara? D'ailleurs, tu as le même maquillage que Barbara. Tu le sais ou pas? Oui, je crois que je le sais. En quoi elle te fascine, Barbara? Parce que sa voix, mais aussi sa faille. Ouais, c'est surtout ça, en fait. C'est qu'en fait, pour moi, on est au-delà de la musique et on est au-delà de la beauté de « c'est joli ce qu'elle chante ». En fait, c'est pas une joli, vraie résilience. Ah oui, je veux dire, c'est ses tripes quoi, qu'elle te met sur la table à chaque fois. Et c'est des pansements, quoi. Tu penses à l'Aigle Noir, par exemple? Tous. Je suis une fan. Il y a une résonance chez toi? Énorme. Pour moi, c'est ça la musique. Et c'est ça le but de la musique, c'est arriver à penser des plaies. Plus que des notes, quoi. C'est qu'il y a vraiment... c'est un message. Et ça permet c'est des solutions pour être plus heureuse. Moi, c'est comme ça que j'entends la musique. Alors, chez toi, justement, qui a la tête bien faite, ultra organisée, travailleuse, c'est quoi ces plaies qu'il faut penser? Je suis quelqu'un de très angoissé. Et la musique, ça a toujours été un moyen pour moi. En fait, la musique, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est un moyen comme un autre. Mais en fait, j'aurais pu être peintre s'il fallait être peintre. Mais j'avais besoin de quelque chose qui m'appartient. J'ai peur des deuils, j'ai peur de perdre les gens que j'aime, j'ai peur d'avoir des chagrins d'amour, j'ai peur de la souffrance en général. Et de me dire que quand ces moments vont arriver, que j'aurai quelque chose via lequel je puisse tout oublier, c'est ma plus belle solution, mon plus beau pansement. Et d'après toi, ça vient de quel moment, ça? C'est-à-dire? D'où ça vient, ce besoin? Cette angoisse? Ah, cette angoisse. Je sais pas. Peut-être que j'aime trop mes parents et j'ai trop peur de les perdre. Ou du choc quand t'as dû partir en urgence. C'est possible, il y a eu un manque de sécurité. C'est vrai que je suis toujours en quête de sécurité. Donc là, tu dis, ok, je vais publier mes musiques sur les réseaux sociaux en 2019. Donc ça fait déjà 5-6 ans. Ouais. Et là, tu te dis, je vais faire des covers, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, j'écrivais déjà mes chansons. Et je les composais. Et je me disais, c'est aussi important, je trouve, de convaincre un public via une autre accroche. Et moi, je trouve... Enfin, moi, ça m'arrive aussi, c'est que j'accroche souvent plus via une reprise. Parce que, par exemple, quelqu'un qui va chanter du Barbara, je vais me dire, ah, elle aime Barbara. Du coup, je vais écouter ce qu'elle fait, ça va me donner envie d'aller plus loin. Et ensuite, de regarder ses compositions, etc. Donc, je me suis dit que c'était un moyen d'accroche assez bien. Et à cette époque, tu travailles toute seule? Oui. Ouais, je travaille toute seule. Tous les débuts, j'ai été toute seule, jusqu'au besoin de m'entourer. Donc j'ai cherché des musiciens, j'ai mis des annonces sur des sites, un peu comme Tinder, mais via les musiciens. Et après, ça a été musicien, ça a été trouver des photographes, ça a été trouver des vidéastes, parce que j'ai pas d'argent. Donc faut tout faire avec les moyens maison, faut essayer de créer une petite famille. Et c'est ce qui est beau aussi, c'est l'aventure humaine. Et ensuite, j'ai cherché un manager, et ensuite, etc., etc. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien à la musique, t'avais tout organisé. Oui. Et tu disais, je suis venue à Paris, parce que tu étais où avant? J'étais à Rouen pour mon école de commerce. Toute seule? Toute seule. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le parcours alternance.
Et comme ça, j'avais une raison de venir à Paris et c'était surtout le moyen pour moi de faire que de la musique. Et quand tu dis des scènes avec 3 personnes comme public, c'est quoi? C'est des concours de chant? Tu Non, t'inscrivais je partout? n'ai fait aucun concours. J'ai fait que de la scène en fait. Partout, on cherchait des gens pour chanter, où il y avait de la place, des scènes ouvertes, ce genre de choses. J'ai même joué, pour l'anecdote, dans une secte de scientologie. En fait, je savais pas ce que c'était la scientologie. Et ils organisaient des scènes ouvertes, j'y suis allée. Et comment t'as été informée de ce truc? Mais en fait, j'ai ramené un copain à moi qui m'a dit mais Manon, moi j'entre pas ici. Et je lui ai dit mais pourquoi? Il m'a dit bah, c'est la scientologie et tout, tu connais pas? Je suis là mais non, c'est quoi? Et en fait, il m'a expliqué. Ah oui, non mais. Et après, j'y suis plus retournée. Mais voilà, comme quoi j'étais prête à tout. Incroyable. Et en 2023, tu sors 2 EP, Femme nue et Corps sauvage. Ouais. Mais alors, ça veut dire que tu enregistres? Oui. Produis? Oui. Écris? Oui. Tu fais la musique? Oui. Tu fais tout? Je vais dans un studio ensuite pour réarranger, parce qu'il y a des compétences que je n'ai pas. J'aimerais bien les avoir, mais je les ai pas. Mais effectivement, je compose, j'écris, etc. Et ensuite, je termine en studio. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ces 2 EP? Là, tu fais tes deux EP. Donc, tu as produit, tu as des sons, etc. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu en fais? Bah alors, je les sors et je suis très contente parce que c'est ce qui n'est pas évident dans la musique, c'est que c'est beaucoup de patience et beaucoup de travail pour souvent... Enfin, je veux dire, il faut être très patient et petit à petit acquérir plein de choses. Là, j'étais très contente parce qu'on a rempli 2 très belles salles, la Boule Noire et le Café de la Danse à Paris. Donc, c'était des gros challenges. Mais attends, trop content. Tu vas trop vite. Vernis Rouge, elle dit OK, je produis 2 EP, toute seule comme une grande. Ouais. Pense à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 2 EP? Comment on le fait connaître? On balance sur les réseaux sociaux, on s'inscrit sur Spotify. On les distribue. Comment tu décroches le Café de la Danse, quand même grande salle, la Boule Noire? Bah alors, j'ai sorti mon premier EP sur toutes les plateformes de streaming. Et à partir de là, je démarche des centaines de médias, toutes ces choses-là, en fait. Je passe mes journées à envoyer des mails, en fait. C'est le secret. Oui, voilà. Je fais le geste du phoning et des mails. C'est tout à fait ça. Toute seule. Je passais mes journées à faire ça. J'avais un manager qui m'aidait sur plein d'autres tâches. Mais ces tâches-là, pour moi, c'était important de les faire moi-même parce que je trouve que c'est important de tisser un lien artiste-média souvent. Mais tu sais que c'est très rare parce que d'habitude, les artistes te disent « Je suis artiste, je ne sais pas me vendre ». Alors que toi, on a l'impression que tu es commercial, attaché de presse, tourneur, producteur. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est intéressant. Comme quoi les femmes sont multifacettes. Complètement, une multitâche. Multitâche. Mais là, c'est déroutant. Et ça sort de ce qu'on peut voir habituellement. C'est vrai. Mais je trouve que c'est très important et j'y tenais d'être très autonome parce que dans l'espoir de déléguer un jour, si je signe dans une maison de disques, etc., c'est ce que je me disais, c'est que j'aimerais savoir ce que je délègue, pourquoi, ce que j'ai envie de déléguer, ce que j'ai pas envie de déléguer, comment j'ai envie que ce soit fait, etc. Et pour savoir tout ça, c'est important que je le fasse d'abord pour que ce soit mieux fait ensuite. En tout cas, c'est comme ça. Et alors le label, tu le signes ou tu le signes pas? Je l'ai signé il y a, j'ai plus la notion du temps, mais je crois il y a 2-3 mois. Après The Voice. Après The Voice. Tu avais déjà une carrière bien entamée. Ouais. Lorsque tu as participé à ce casting. Oui. The Voice. C'est toi qui as envoyé la candidature ou tu as été repérée, je crois, sur les réseaux? Non, j'ai été repérée. Moi, j'ai jamais été très concours. C'est pour ça que je l'aurais pas fait de moi-même. Mais comme on me l'a proposé, au début, je voulais dire non. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de trouver un moyen de mettre en avant mon projet. Parce qu'en fait, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est mon projet. C'est ce que j'écris, ce que je compose. Et je voyais pas l'intérêt de faire une émission de reprise. Est-ce que pendant toutes ces périodes, tu as des moments de doute où tu te dis « c'est pas pour moi » ? Non. Tu doutes jamais? Non, jamais. J'avoue que c'est un peu un trait de ma personnalité, mais je suis très confiante. En fait, je vois pas ce que je peux faire d'autre de ma vie. Donc ça me paraît évident que c'est ça. Ah, ça, c'est ce que j'aime entendre. Les artistes ne savent pas quoi faire d'autre de leur vie. Peu importe si c'est avec succès ou 3 personnes dans la salle. Ouais. C'est joli. Quelle image tu avais de The Voice ? C'est les reprises. Moi, c'est ça que je regrette. En tout cas, qui ne m'intéressait pas, c'est de pas pouvoir mettre en avant ce que j'écris et ce que je compose. Et tu décides tout de même de chanter en bande organisée, mais façon Vernis Rouge. Exactement. Au piano, un choix audacieux. Comment tu l'as décidé, toute seule ou... Toute seule, parce qu'en fait, c'est ce que je fais déjà pour sur changer, les réseaux. Toute seule. C'est vrai. J'arrête de poser la question. Ok. Comme c'est ce que je fais déjà sur les réseaux, je me suis dit que quitte à reprendre quelque chose, il faut que ça me ressemble et il faut que ça mette en avant ce que j'aime faire habituellement, sans me trahir en fait. J'avais vraiment envie de montrer quelque chose de quotidien.
Donc je me suis dit, une bonne reprise de rap qui n'a jamais été faite, je pense que c'est une bonne idée. T'écoutes du rap, toi ? Pas du tout. Moi, je suis Barbara. Je suis une fan de Barbara. Et en fait... Mais tu sais que plus je te regarde et plus je trouve que tu ressembles à Barbara, en fait. Ça me fait très plaisir. On te le dit souvent ou Non. pas ? Des fois, on me dit Dalida, des fois, on me dit Barbara. Des fois, Non, Dalida à cause du cheveu. Ouais. Mais tu as quelque chose de Barbara. Ma maman me le dit, par moment. Ah, mais je te le confirme. Bon. Qu'est-ce que tu conseillerais aux chanteurs, aux chanteuses qui vont passer les castings de Bruno Berberès et son équipe pour The Voice ? Tu sais que les gens rêvent de participer à cette émission parce que après tu as telle audience, on se dit tout est parti. D'ailleurs, c'est comme ça que tu as signé ton label. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles ? De chanter une chanson originale quel conseil tu donnerais aux artistes ? Mon conseil, c'est de ne pas tout miser dessus. Je trouve que c'est ça le premier conseil, c'est de faire... Dessus, c'est-à-dire ? Sur l'émission. Sur l'émission. De faire attention à se dire que rien n'est en jeu, qu'il y a tout à gagner et rien à perdre. Parce que souvent, c'est ce qui est triste, c'est de venir en se disant si je rate pas ça, je rate la chance de ma vie. Et ça, il faut surtout pas faire ça. Il faut se dire que c'est rien. C'est comme tous les concours, c'est du bonus, c'est de la valeur ajoutée. C'est que si tu arrives à gagner un an, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, le chemin il continue. Et tant que tu sais où tu vas, c'est tout ce qui compte. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est de faire quelque chose qui nous correspond, de ne pas se trahir. Voilà. De rester authentique. C'est très important. Révéler sa véritable nature. Oui, parce que ça se voit. Et sa singularité. Oui. Ta prestation a fait un gros buzz. Un sacré buzz. Ouais, sacré buzz. Tu t'y attendais ? Alors, je ne m'y attendais pas à ce point. C'était le but en reprenant Bande Organisée. Je savais que ça allait titiller, déchaîner des passions, je dirais. Tu savais déjà ? Oui, je savais. Je suis pas innocente. J'aime beaucoup cet esprit. Hein. C'est mental. C'est une force mentale extraordinaire. Ça fait plaisir de l'entendre. Mais tu t'attendais pas à un tel buzz. Non, ça c'est complètement dément. Jamais j'aurais pu penser que c'était à ce point. Et surtout sans être passé dans l'émission. Hein. Parce qu'en fait, le buzz a été sur les réseaux. Parce que The Voice, 2 semaines avant mon passage, a divulgué le passage. Et c'est ça qui a extrêmement buzzé. Comment ça se fait qu'ils l'ont divulgué d'ailleurs ? Je sais pas. Ils le font normalement 1 semaine avant, mais là ils l'ont fait 2 semaines avant. Donc ils ont dû sentir, je sais pas, les chakras qui s'ouvraient. Et ça, ils ont bien fait. Ils ont très bien fait. Si tu commences à me parler de chakras, on va s'entendre. Donc, repérer via les réseaux sociaux. Ouais. Donc, les réseaux sociaux, on est d'accord que ton Instagram, c'était quoi ? Instagram, TikTok ? J'étais pas du tout TikTok, en plus. Ok. Instagram. Juste Instagram. Facebook. Instagram, Facebook. Ok, mais ton Instagram, c'est Vernis... Tu t'appelais déjà Vernis Oui, Rouge ? Ça a toujours été Vernis Rouge. Ok, donc Vernis Rouge. Ouais. Et tu ne parles que de chansons et musique. Ouais. Donc, à nos auditeurs qui nous écoutent, sachez qu'il ne faut pas mettre de photos de votre plat de pâtes ou de votre sortie culturelle avec les chiens ou je sais pas quoi. Musique, musique, musique. Ouais, j'essaie de tout rallier à la musique. Uniquement la musique. Ouais. Donc là, tu es repéré. Oui. Comment tu reçois ce message ? Tu le prends au sérieux ? Mais en fait, il m'a repéré sur un... Enfin, en fait, il m'a repéré sur scène. Mais quoi, c'est Bruno qui t'a Oui, contacté ? c'est Bruno qui m'a contacté. La star de la star. Oui, il m'a vu reprendre du Jul sur scène et il m'a dit j'aimerais bien que tu viennes reprendre du Jul sur The Voice. Sur quelle scène que tout le monde y aille ? C'était la scène des musiciens du métro. D'accord. Ah, la RATP. La RATP. Mais oui. Ouais. Très bien. Et là, il te repère et il t'invite à venir passer le casting. Exactement. C'était ton premier casting ? C'était mon premier casting. Comment tu t'es préparée ? Non, j'avais fait The Voice déjà il y a 3 ans. Ah, alors ça m'intéresse. Et j'avais encore été repérée pour une composition cette fois-ci, mais moi c'était le début de tout. Donc Comme quoi, il faut toujours attendre le bon moment. Oui, c'est vrai. Il y a 3 ans, tu passes le casting et t'es pas prise. Je suis pas prise. Magnifique. Ouais. Comment tu le vis, cet échec ? Rien à faire, j'avoue. Lâcher prise totale. Oui, ça me dérange pas du tout. Moi, je fais pas vaciller, ça te fait pas douter. Non, moi, je fais très confiance à la vie. Route. Ouais, je sais ce que la vie me réserve et les échecs sont souvent En tout cas, moi, c'est ce qui me réussit le mieux quand je me prends des baffes. D'accord. Donc 3 ans après, tu passes le casting, tu y vas en connaissant un peu le terrain. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu présentes alors ? Je présente Bande Organisée. Ah, déjà pendant le casting, tu le présentes ? C'était Bande Organisée. Très bien. Et là ? Et ça leur a plu. Donc du coup, direct sur l'émission ou tu as fait plusieurs... Il y a plusieurs étapes, donc j'ai refait Bande Organisée plusieurs fois. Il y a aussi, je crois, des ITV pour savoir si on est à l'aise en télé, ce genre de choses. Et ensuite, c'était bon. D'ailleurs, est-ce que les artistes en Bande Organisée t'ont contacté après ?
Non, ils m'ont pas contacté. Enfin, j'ai eu la validation de Jul, indirect. Et Soso La a classe, écouté, quand même. je sais qu'il a aimé. Voilà. Hmm. Mais non, je n'ai pas eu. L'émission se passe. Quelle opportunité ça t'a donné? En fait, ça a ouvert une visibilité énorme. Et comme moi, déjà, de base, j'avais un projet très abouti, qui était en marche, ça a été la cerise sur le gâteau qui a fait que tout ce que j'avais déjà entrepris avant avait encore plus d'assurance. Et c'est ce qui a été le cas notamment avec les labels, etc., où moi j'étais déjà en négociation avec plein de labels, et ça m'a donné à ce moment-là une force de frappe immense. Et tu as signé chez Sony. Chez Sony, chez RCA. Après ce succès, on t'attendait au tournant. Ouais. Ça fout un peu la pression. Moi j'aime bien la pression. Mais oui, il y avait un challenge, ouais. Il y avait un challenge. Ouais. Il y a un avant-après. Est-ce qu'il y a un moment, tu as pris un peu la grosse tête? Du genre... Je dirais pas que c'est la grosse tête. Une sorte de satisfaction, du coup. Une satisfaction et surtout peut-être une addiction. C'est ça le plus dur. C'est que... Une addiction à quoi? Une addiction, quand quelque chose fonctionne, on a envie que tout fonctionne après. Et ça, c'est dangereux. C'est la gagne. Oui, c'est la Mais gagne. c'est l'énergie positive. Non, c'est clair. Mais c'est peut-être le risque dans ces moments-là. C'est que c'est tellement de bonheur d'un coup que c'est addictif ce bonheur et on a envie qu'il soit toujours similaire à... Ça veut dire quoi? À ce Ça veut niveau-là. dire que tu as travaillé sans relâche? J'ai travaillé sans relâche. Ça a été... Et en quoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que c'était tellement fou ce qui s'est passé. Il y a un peu la folie des chiffres à ce moment-là, qu'on s'habitue à ces chiffres-là et qu'après, c'est l'attente minimale en fait. C'est non mais attends, si je fais pas 20 millions de vues à chaque fois, c'est qu'il y a un problème. Mais ce qui est complètement absurde. C'est ce qui fait souvent sombrer certains artistes. Oui, j'imagine. Tu as dévoilé ton nouveau single, Ouais. Amer. Quel titre? Pourquoi Amer? Ça vient d'un commentaire d'un hater qui m'a dit que j'étais amère parce que bon bah après une exposition sur les réseaux, on s'engage à aussi beaucoup de critiques, etc. Ce qui est le jeu, je trouve, est totalement normal. Et ça me faisait rire de lire un peu tout ça. Et il y avait un commentaire qui se démarquait qui me disait que j'étais amère. Et j'aimais bien cette phrase. Amer. Ouais. Ça veut dire quoi être amer? Ben, amère, j'imagine que c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. C'est quelque chose où on fait un petit peu une tête de dégoût comme ça. Et en quoi Comme ça le t'a café. plu? J'aimais bien comment c'était nommé. C'est une sorte de petite insulte, mais c'est mignon. Et j'aimais bien la profondeur en même temps que ça voulait dire, d'être amer, tout ce que ça peut vouloir dire. Parce que généralement, c'est un événement qui est amer, un souvenir, on en garde un mauvais souvenir, quelque chose comme ça. Mais de le dire d'une personne, je trouvais ça intéressant. Donc ça m'a donné envie d'écrire une chanson. Avec un super clip divin et merveilleux. Tu nous racontes comment ça s'est passé ce tournage? Parle-moi du clip un peu. Alors le tournage s'est extrêmement bien passé. En fait, on cherchait à transmettre le message de la chanson, qui est un peu cette idée de se sentir hors société. Moi, j'ai souvent cette sensation d'être un peu hors des clous. Et amer, c'est aussi ça que ça veut dire. Et c'est aussi une ode à la sincérité et à l'honnêteté. On a tendance à mettre des nuances dans tout ce qu'on dit, etc. Et je pense que la vie serait plus simple si on passait par qu'un seul chemin. Et c'est un peu l'idée du clip. Voilà. Où je commence un peu en habit de serveuse, tout est très exigeant, autour de moi il y a un monde que je comprends pas, jusqu'à ce que je les envoûte, et qu'ensuite tout le monde se lâche et que la vie devient plus belle. T'es retournée au Liban? J'y retourne chaque été. Tu chantes quand tu vas là-bas? Alors pour la première fois cet été, j'ai une tournée au Liban et je vais pour la première fois y aller et chanter. Donc c'est un rêve. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite? Une grosse tournée, de belles dates parisiennes. Je peux pas encore les annoncer, mais ça va être de gros événements pour le projet et surtout un album qui arrive. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Manon? Je lui dirais que je sais que t'es impatiente, mais il va falloir faire avec et ça arrivera. Je suis une grande impatiente. Et une grande travailleuse. Et une grande travailleuse. Vernis Rouge, merci. On retrouve ton clip actuellement un peu partout. Ouais. On attend la suite. Merci pour ce délicieux moment et surtout beaucoup de succès. Merci beaucoup.